J'ai l'honneur de vous présenter ma grand-mère, Lady Olenna de la maison Tyrell. Embrasse-moi, mon enfant. Olenna Tyrell est l'un des personnages féminins les plus charismatiques et marquants de Game of Thrones. Un exemple parfait de la façon dont on peut présenter intelligemment l'image d'une femme forte. J'ai commis des actes horribles pour protéger les miens, et j'ai toujours dormi paisiblement la nuit. La reine des épines, matriarche Tyrell, est Tywin en jupe. Épargnez-moi le sermon, je sens les imposteurs à des kilomètres. Un talent utile. Mais d'où vient réellement cette image ? Est-ce un hommage aux tendances féministes contemporaines ? Ou bien George Martin s'est-il inspiré des profondeurs de l'histoire ? Mais ce sont elles qui dirigent le monde. À mon avis, c'est extrêmement absurde. Est-il vrai que le prototype de Lady Olenna était une personne réelle ? Aujourd'hui, nous allons analyser comment la maison Tyrell a mené son jeu caché pour le trône. Nous allons dévoiler les détails du plan pour empoisonner Joffrey. Et nous analyserons les forces et les faiblesses des dirigeants du Bief. La carrière de l'actrice britannique Diana Rigg, qui a incarné Olenna Tyrell, s'étend sur plus de 50 films et projets. On y trouve des séries britanniques cultes et Hollywood, mais son succès vient surtout de chapeaux melons et bottes de cuir. Et il ne s'agit pas des Avengers auxquels vous pensez, mais d'une série populaire des années 60. Diana a même été l'épouse de James Bond, Tracy Bond, dans le film Au service secret de Sa Majesté, ce qui fait d'elle peut-être la première Madame Bond. James. Dans ses rôles, Diana était tellement convaincante qu'en 1988, elle est devenue commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, et en 1994, Dame commandeur. Oui, ce sont des titres différents. Et en 1997, Diana a reçu un Emmy Award pour le meilleur second rôle dans le téléfilm Rebecca. D'ailleurs, elle y jouait avec Charles Dance. Je pense que vous avez tous reconnu le futur Tywin Lannister. Le lion ne devrait jamais se soucier de la vie des moutons. Sa vie s'est terminée en 2020 lorsqu'elle est décédée d'un cancer, laissant derrière elle l'un des personnages les plus marquants de l'histoire de la fantasy. Olenna Tyrell, la sage et dangereuse reine des épines. Bien que formellement le chef de la maison fût son fils Mace Tyrell, en réalité c'était elle qui tenait véritablement les rênes du pouvoir. Tu connais mon fils ? Quel idiot celui-là. Son père était aussi un idiot. Quel rôle la maison Tyrell a-t-elle joué dans Game of Thrones et quels étaient les points faibles et les points forts des Tyrell par rapport aux autres maisons de Westeros ? La maison Tyrell, souveraine du Bief, est l'une des familles les plus riches de Westeros. Leurs terres constituent le grenier du royaume et ne sont surpassées en importance que par les terres de l'ouest des Lannister, riches en ressources naturelles, notamment en mines d'or et d'argent. Si l'emblème des Tyrell, la rose dorée, symbolise leur prospérité, leur devise, croître et s'affermir, souligne le renforcement de leur position et leur aspiration au pouvoir. Mais Lady Olenna n'aimait pas cette devise. Croître et s'affermir est la devise la plus morne de toutes les maisons. Les roses sont ennuyeuses, ma chère. Contrairement aux autres grandes maisons, les Tyrell ne peuvent pas se vanter d'une lignée ancienne, car leur maison n'est pas née de conquête, mais grâce à un service loyal. Autrefois, ils étaient les intendants de la maison Gardener, jusqu'à ce que Harland Tyrell reçoive son titre d'Aegon le Conquérant lui-même. C'est pourquoi les Tyrell sont une maison assez jeune, dépourvue de cette histoire austère que possèdent les Targaryen et les Stark, qui ont été liés pendant des siècles à de grandes guerres et à d'anciennes légendes. Néanmoins, la richesse, le bief et le contrôle de la région la plus peuplée ont donné aux Tyrell un avantage considérable, faisant d'eux une partie intégrante de la politique de Westeros et des alliés recherchés dans tout conflit. Pourtant, les Tyrell manquèrent souvent de la détermination de leurs adversaires. Les Lannister, par exemple, avaient l'habitude de prendre le pouvoir par la force, n'hésitant pas à éliminer leurs ennemis de leurs propres mains. Explique-moi pourquoi il est plus noble de tuer 10 000 hommes sur le champ de bataille que d'en éliminer une douzaine autour d'une table. Les Stark sont connus pour leur honneur intransigeant. Vous n'avez aucun honneur. Les Greyjoy sont réputés pour leur désir d'indépendance. Personne ne me donnera la couronne. Je paierai le prix du fer et je la prendrai moi-même. C'est ce que je suis.
Les Tyrell agissaient tant prudemment, entretenant de solides alliances et choisissant leur camp avec soin dans les conflits. Leurs points forts sont la diplomatie et les ressources, en particulier la nourriture. Officiellement, la maison Tyrell était dirigée par Mace Tyrell, mais en réalité c'est sa mère, Lady Olenna, qui tenait les rênes du pouvoir, tandis que Mace n'avait qu'un rôle purement nominal. Cela se remarque facilement dans les scènes où Olenna négocie avec Tywin Lannister, laissant entendre que son fils n'est pas autorisé à prendre part aux discussions sur les décisions importantes. Permettez-moi. Pas maintenant, Mace le Lord et moi parlons. De plus, Olenna elle-même a souvent qualifié Mace d'imbécile, et ce mot résumait parfaitement son opinion sur ses talents politiques. Ton imbécile de père. Grand-mère. Lord imbécile de Haut-Jardin. Quel imbécile celui-là. Et son père était aussi un imbécile. Un idiot bouffi. Elle parlait sans détour et n'avait jamais peur d'exprimer ses idées. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait la reine des épines. Mais ce surnom, Lady Olenna ne l'a pas reçu uniquement à cause de son caractère piquant, il soulignait aussi sa volonté de protéger les siens et sa capacité à piquer quiconque oserait menacer sa maison. J'ai commis des actes horribles pour protéger les miens. Beaucoup de spectateurs l'ont surnommée Tywin en jupe. Comme Tywin Lannister, elle utilisait un style de gouvernance autoritaire et élaborait elle-même la stratégie de sa maison. Cependant, contrairement à Tywin, elle agissait par la diplomatie et les intrigues, et non par l'affrontement direct. Alors, en quoi consistait cette stratégie ? L'empoisonnement de Joffrey est l'une des scènes les plus mémorables de la série. Aidez-moi. Derrière laquelle se trouvent Olenna Tyrell et Petyr Baelish. Nous avons un seul destin. Nous avons tué le roi ? Mais avouez honnêtement, avez-vous compris du premier coup comment Olenna a tout manigancé ? Je suis sûr que seuls quelques élus ont remarqué ces détails à peine perceptibles dès le premier visionnage. Nous y reviendrons. Mais il reste une autre question. Pourquoi Olenna a-t-elle pris un tel risque et détruit elle-même un mariage, qui n'aurait pu apporter que des avantages aux Tyrell ? En fait, ce n'est pas un hasard si Lady Olenna est souvent comparée à Tywin Lannister. Elle menait son propre jeu, qui avait commencé bien avant que Joffrey ne monte sur le trône de fer. Comme on le sait, pour renforcer la position de sa famille, elle a utilisé sa petite-fille Margaery. Et qu'en est-il de son petit-fils ? Peut-on supposer qu'elle avait aussi des projets pour lui ? Rappelons-nous Loras Tyrell et sa relation avec Renly Baratheon. Merci, monsieur Loras. Au début de la série, c'est Robert Baratheon qui est au pouvoir. Mais comme l'a si bien remarqué un jour Tyrion, « Les rois meurent aujourd'hui comme des mouches. » Si Robert n'avait pas eu cet incident avec le sanglier, les Tyrell auraient très bien pu l'envoyer dans l'autre monde aussi, car l'option du poison fonctionne parfaitement. Et dans ce cas, Renly serait l'un des prétendants. Avec le soutien des Tyrell, l'une des maisons les plus riches de Westeros, son accession aurait été tout à fait probable. Si Renly avait obtenu le trône avec l'aide des Tyrell, son mariage avec Margaery aurait pu être nominal, permettant à Renly de rester auprès de Loras, et aux Tyrell d'accéder au pouvoir. Suis-je reine maintenant ? Plus que tu ne l'étais avec Renly, moins que si Joffrey t'avait fait l'honneur de confirmer votre mariage avant sa mort. Mais quand Renly est mort, les plans ont changé et les Lannister sont entrés en scène. Bien sûr, ce ne sont que mes suppositions, mais malgré tout, écrivez-moi si elles vous semblent convaincantes. Le mariage de Margaery et Joffrey était prévu. Mais après avoir interrogé Sansa, Lady Olenna comprit vite que Joffrey avait des penchants très dangereux. C'est un monstre. N'aie pas peur. Et si les Tyrell n'arrivent pas à contrôler le roi, le plan pourrait se retourner contre eux. En éliminant Joffrey, Olenna a créé une opportunité d'alliance avec le nouveau prétendant au trône, Tommen. Tu n'as toujours pas rendu visite à Tommen. Y a-t-il un accord pour le mariage ? On ne me dit rien. Tu sais, je n'aurais jamais dû épouser ton grand-père Luthor. Elle l'a presque dit clairement elle-même à Margaery. Excellent travail avec Joffrey. La prochaine fois, ce sera plus facile. Comme il n'y a plus de partenaire convenable chez les Lannister, Margaery pourrait facilement devenir reine avec Tommen. Et Tommen, doux et malléable, serait une figure bien plus facile à manipuler que son frère aîné. Il a été empoisonné au banquet de mariage. Suis-je maudite ? N'importe quoi. Tu viens d'améliorer ta situation. De plus, Olenna et Littlefinger ont tout arrangé pour que les soupçons retombent sur Tyrion. Et ce qui est arrivé à Joffrey, eh bien, ce n'était qu'un cadeau pour que cette nouvelle amitié puisse grandir et se renforcer. Le spectacle avec les nains aurait pu être organisé par Littlefinger, provoquant inévitablement un conflit.
En conséquence, Tyrion perd son héritage, et à terme, ses terres seraient revenues aux enfants de Marguerite et Tommen. L'empoisonnement de Joffrey est donc un coup soigneusement préparé qui ouvre aux Tyrell la voie vers le pouvoir. Le poisonneur voulait que ce soit moi qui paie, et après la disparition de ma femme, tout le monde pensera que c'est moi. Voyons maintenant comment Lady Olenna a précisément orchestré l'assassinat de Joffrey. À quel moment la coupe de vin a-t-elle été empoisonnée? Et était-ce vraiment du vin? En effet, Joffrey verse du vin sur la tête de Tyrion. Et si le poison se trouvait dans la tarte qu'il savourait, et non dans le vin? Je pense que vous serez surpris de voir à quel point tout était bien pensé. Tout d'abord, le poison était tout le temps autour du cou de Sansa Stark, ce bijou que Littlefinger a fait parvenir à Sansa. C'est moi qui ai ordonné de le faire fabriquer. Les pierres du bijou étaient en fait ce même poison, les larmes de lys, sous forme cristallisée. Vous vous souvenez de la scène où Lady Olenna s'approche de Sansa au début de la fête? Tu es ravissante, ma chère enfant. Seuls tes cheveux sont un peu ébouriffés. Si on regarde attentivement, on peut remarquer Olenna touche les cheveux de Sansa, comme si elle les arrangeait. Je voulais depuis longtemps te dire que je suis désolée pour la mort de ton frère. Elle prend discrètement une minuscule pierre violette. C'est une chose de faire la guerre, mais tuer un homme lors d'un mariage, c'est horrible. Quelle sorte de monstre pourrait faire une chose pareille? Ensuite, il faut atteindre la coupe du roi, mais là c'est simple, car c'est justement Lady Olenna qui organise le mariage, et il ne lui est pas difficile de faire en sorte que le vin du roi soit près d'elle. Mais il faut aussi choisir le bon moment, et là, Lady Olenna invente le tour avec la tarte. Les gens ne sont pas seulement affamés de nourriture, ils ont soif de spectacle. Si on ne s'en occupe pas, ils les trouveront eux-mêmes. Voilà qu'on apporte la tarte. Regardez la tarte. Joffrey tend son verre à Marguerite. Et elle l'apporte directement au vin. L'idée était que Joffrey devait couper la tarte avec son épée. Les gens n'ont pas seulement faim, ils veulent du spectacle. À ce moment-là, toute l'attention sera portée sur Joffrey, et il n'y aura pas de meilleur moment pour glisser du poison dans sa coupe. Et pour finalement piéger Tyrion, il fallait provoquer un conflit. Et cela a été fait grâce au spectacle avec les nains. Renly, Stannis, Robb Stark et Balon Greyjoy. Je pense que quelqu'un a pu souffler une telle idée à Joffrey. Très probablement, c'est encore Petyr Baelish. C'est après cela que Joffrey ordonne à Tyrion de lui verser du vin. Verse-moi du vin. Tu peux te dépêcher? La tarte est sèche. Il arrive et prend le verre sur la table où est assise Lady Olenna. On voit même à quel point elle le suit du regard, tendu. Et il boit le poison. C'est bon. Non, attends ici. Tout cela montre que Lady Olenna est une maîtresse des intrigues, peut-être un peu moins stratège que des hommes comme Petyr Baelish ou Varys, mais parmi les femmes de Game of Thrones, elle n'a certainement pas d'égal. Il étouffe. Et quelqu'un? Idiot, sauvez le roi. Mais il me semble que la Reine des Épines a une faiblesse qui, même sans l'incident au septuaire où les principaux héritiers sont morts, aurait tôt ou tard mené leur maison à la défaite. La maison Tyrell est l'une des plus puissantes de Westeros, qui a longtemps consolidé sa position avec assurance. Riche, influente et possédant de vastes terres dans le Bief, elle était une force avec laquelle il fallait compter, mais finalement la maison Tyrell a cessé d'exister. Les Tyrell avaient des atouts qui les aidèrent à conserver le pouvoir, mais ils avaient aussi une faiblesse cachée qui les rongeait de l'intérieur. Je parle de leur style de gouvernance. Le problème d'Olenna Tyrell et de sa famille ressemble beaucoup au dilemme de Tywin Lannister. Tous deux adoptent un style de gouvernance trop strict et autoritaire. Ils cherchent à contrôler toutes les décisions, écrasant tous les autres membres de leur propre famille. Ainsi, leurs héritiers y grandissent oppressés, avec peu d'estime d'eux-mêmes et sans expérience pour prendre des décisions par eux-mêmes. Mon père disait toujours que j'étais lent d'esprit. Alors, dis quelque chose d'intelligent. C'est une autre histoire avec les hommes de la maison Tyrell. Seul un homme fort, un leader, peut élever un autre leader masculin, et il n'y en a tout simplement pas dans la famille d'Olenna.
Permettez-moi. Pas maintenant, Mace, le Lord et moi discutons. Ainsi, les Tyrell brillent dans les intrigues et manipulations, mais sont totalement démunis quand il s'agit d'activités purement masculines et ignorent l'art de la guerre. Nous n'avons jamais su nous battre. Nous sommes vraiment des roses dorées. Cette approche autocratique ôte aux membres de la famille toute capacité à se débrouiller seuls. Quand un tel leader s'en va et Dame Olenna n'est plus toute jeune, il laisse derrière lui un groupe de personnes incapables de diriger seules et habituées à se reposer sur son autorité. Marguerite est une rare exception à la règle, car Olenna voyait en elle son propre reflet et lui a enseigné de nombreuses pilles de subtilité des jeux de cour. Je savais le faire, tu sais le faire aussi, mais agis vite. Marguerite est vraiment devenue une élève exceptionnelle et a prouvé sa maîtrise en apprivoisant Joffrey, le jeune roi connu pour sa cruauté et son sadisme. Entre ses mains, il devenait un garçon docile. Il commettait des actes horribles, mais parfois la cruauté est le prix nécessaire à la grandeur. Parce qu'elle savait habilement manipuler son côté sombre. Ça doit être tellement excitant d'appuyer ici avec son doigt et de regarder quelqu'un mourir. Mais Olenna, sûre de sa parfaite connaissance de la situation, a décidé d'intervenir et d'empoisonner Joffrey sans consulter Marguerite, annulant ainsi tous ses efforts, dévalorisant tout ce qu'elle avait fait et détruisant complètement son plan soigneusement élaboré. Ça t'a déplu de voir sa mort, mais en tant que sa femme, tu aurais souffert bien plus, crois-moi. Mais j'aurais été reine. Et il ne s'agit même pas du style de gouvernance autocratique, mais simplement de l'arrogance et du mensonge. Les manipulations cachées font que même les personnes les plus proches d'elle ne voient pas l'ensemble de la situation et ne peuvent donc pas agir efficacement. Cela les prive de toute capacité d'agir, les rendant de simples instruments du jeu d'autrui. Tu as très bien travaillé avec Joffrey. La prochaine fois, ce sera plus facile. Si Olenna avait laissé Marguerite jouer son propre jeu, elle aurait peut-être continué à contrôler Joffrey. Marguerite a attrapé Joffrey. Elle sait comment le manipuler. Et après avoir donné naissance à un héritier, elle pourrait ensuite éliminer Joffrey et devenir reine régente pour le jeune roi. Mais Olenna en a décidé autrement, pensant qu'elle était plus intelligente et savait mieux quoi faire. Notre alliance est aussi importante pour les Lannister qu'elle est désagréable pour nous. Et même si on a l'impression qu'Olenna se soucie du bien-être de la famille. J'ai commis des actes horribles pour protéger les miens. En réalité, elle n'est guidée que par ses ambitions personnelles. Si son objectif était vraiment de préserver la maison, elle se serait souciée de trouver des successeurs dignes, capables d'assumer la responsabilité après sa mort. Cependant, Olenna se comportait comme si son règne était éternel, et en même temps, elle traitait ses héritiers avec dérision, appelant Mace un imbécile. Ton imbécile de père, Lord imbécile, un vrai imbécile celui-là, un idiot. Merci d'être venu me rendre visite, moi et mes stupides poules. Marguerite n'était qu'un instrument entre ses mains et la projection de ses propres ambitions. Tu crois que je t'aurais marié à cette bête? Quoi? Je n'ai pas... Fais simplement ce qu'il faut faire. Au final, toutes les actions d'Olenna ont conduit à la chute de sa maison. Est-ce que ça va faire mal? Non, j'ai donné des instructions. D'accord. Néanmoins, Olenna Tyrell est l'incarnation parfaite de l'archétype de la femme forte. Si Tywin est l'image typique du patriarche, alors Olenna est la matriarche de la maison Tyrell. Et beaucoup y ont vu un écho d'un mouvement comme le féminisme. Et la question se pose, d'où vient réellement cette image ? Est-ce simplement la mode des personnages féminins forts, ou bien George Martin s'est-il inspiré d'autre chose ? Essayons d'y voir plus clair. Et pour commencer, parcourons très brièvement l'histoire du féminisme. Le féminisme est un sujet qui suscite des sentiments très variés. Pour certains, c'est un attribut indispensable d'un État civilisé et une manifestation des notions fondamentales d'égalité et de justice. Pour d'autres, c'est un sujet de moquerie et un phénomène qui provoque le rejet. Si vous êtes déjà calé sur le féminisme et que vous n'avez pas besoin d'explications, vous pouvez passer à la section suivante de la vidéo en utilisant les repères temporels. Si la question n'est pas claire, essayons de comprendre ensemble. Le féminisme compte généralement 3 vagues, mais une 4e est désormais reconnue. Le féminisme est apparu dès le XVIIIe siècle et visait des revendications tout à fait compréhensibles et justifiées. L'accès des femmes à l'éducation, au travail et à la vie publique, y compris le droit de vote.
Mais si les 2 premières vagues pouvaient, avec un peu de réserve, être qualifiées de mouvement pour l'égalité, aux étapes suivantes, le féminisme s'est finalement constitué plutôt comme un mouvement pour les droits des femmes. Pour ressentir la différence, il suffit d'évoquer par exemple la question de l'avortement, qui ne concerne pas les hommes pour des raisons évidentes. Mais c'est ce dont s'occupe le féminisme, incluant aussi de nombreuses questions sur la sécurité, la santé, l'effet des médicaments, les contraceptifs hormonaux, les produits d'hygiène, ainsi que les spécificités du diagnostic et du traitement des maladies qui évoluent différemment ou touchent uniquement les femmes. L'image de la femme dans la société, la violence domestique et la protection des femmes contre toutes les formes d'agression. Mais c'est précisément à cette étape que différents courants du féminisme ont commencé à apparaître, suscitant des réactions contradictoires et des critiques. Par exemple, le féminisme radical s'est concentré sur l'idée du patriarcat comme source d'oppression. Les féministes radicales demandaient des changements profonds dans la société, rejetant souvent les institutions traditionnelles comme le mariage et la famille. Mais ce sont eux qui dirigent le monde. À mon avis, c'est extrêmement absurde. Un mouvement appelé féminisme pro-sexe est également apparu, promouvant l'idée de la liberté de la sexualité féminine. Cependant, ce courant a été critiqué à la fois par des groupes plus conservateurs et par des féministes radicales, qui estimaient qu'une telle vision ne faisait que renforcer la sexualisation des femmes aux yeux de la société. Le sujet du féminisme est tellement vaste qu'il est peu probable qu'il tienne dans le cadre de notre vidéo. Revenons donc progressivement à notre point de départ. Le féminisme étant globalement un phénomène positif et nécessaire, et chaque femme devrait en réalité être reconnaissante à ce mouvement pour les droits et libertés qui nous semblent aujourd'hui aller de soi. Pourquoi le féminisme est-il de plus en plus critiqué ces dernières années ? En fait, avec l'avènement de la 4e vague du féminisme, ces idées ont commencé à être activement promues sur les réseaux sociaux et dans le cinéma. Cependant, cela n'a pas toujours été fait de manière compétente et avec tact. Beaucoup de cinéastes ont pensé que pour promouvoir de telles idées, il suffisait simplement de remplacer un héros masculin par une femme, sans changer l'essence du personnage. Par exemple, il y a John McClane de Piège de cristal, symbole du policier solitaire et dur qui lutte contre les criminels. Je suis un flic de New York. J'ai été invité à votre fête par erreur. Qui l'aurait su ? Prenons John, transformons-le en Jane et faisons-la sauter dans des cages d'ascenseur en tirant avec diverses armes. Non seulement cette image ne correspond pas vraiment à la réalité, mais en plus cette perspective n'inspire pas particulièrement les femmes elles-mêmes. Au lieu de créer une nouvelle image vivante qui reflète l'expérience réelle des femmes, on propose au public une copie simplifiée et peu convaincante. Dans ce contexte, l'image d'Oléna Tyrell est une toute autre histoire. Malgré ses remarques cinglantes et parfois son mépris ouvert envers les hommes, elle suscite le respect du public, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Oléna n'est pas simplement une version féminine d'un homme stratège, c'est un personnage profondément élaboré et complexe, qui agit non pas par la force, mais par l'intelligence et le charisme. Et c'est justement un exemple où l'image dite de la femme forte est présentée de manière à ne pas repousser, mais au contraire à fasciner et à attirer le spectateur. Mais si l'on s'intéresse de plus près à l'œuvre de Georges Martin, on découvre que le personnage de la Reine des Épines, bien qu'il fasse écho aux tendances modernes et au féminisme, trouve ses origines dans un tout autre domaine. Georges Martin, créateur du Trône de Fer, n'a jamais voulu créer des personnages pour suivre la mode ou les tendances actuelles. Et en créant sa Reine des Épines, Martin puisait ses idées non pas dans l'époque contemporaine, mais dans un passé lointain. Martin a à plusieurs reprises mentionné les œuvres qui l'ont inspiré pour créer l'univers vaste de Westeros, et il l'a même qualifié de le Game of Thrones originel. Il s'agit du cycle de romans de Maurice Druon, Les Rois Maudits, une histoire de dynastie, d'intrigues et de secrets sanglants de la France. C'est là qu'on rencontre Mogo, dont la ressemblance avec Oléna Tyrell est frappante. Mogo, la sœur du roi de France Philippe IV, connue sous le nom de Philippe le Bel, possédait la même répartie mordante et la même fermeté que notre Reine des Épines. Mogo agissait avec fermeté et savait habilement imposer sa volonté, n'ayant pas peur de s'opposer aux hommes. Elle était respectée et crainte. C'est elle qui a servi de modèle pour créer un personnage féminin aussi marquant qu'Oléna Tyrell dans Le Trône de Fer. Les Rois Maudits ont été adaptés 2 fois à l'écran, la dernière fois en 2005, et vous pouvez juger par vous-même à quel point ces personnages sont proches. Je tolère votre présence à ma table et dans ma maison. À ma connaissance, vous êtes venu pour faire la paix.
Eh bien, allez-y, cher neveu. De plus, c'est là que tante Mogo a recours à un moyen tel que l'empoisonnement. Regardez comment elle glisse du poison à l'un de ses ennemis. Vraiment? Oh oui, j'ai eu de la chance. Puis-je? Vous permettez, chère cousine? Et il finit bel et bien par mourir, si tant est qu'on puisse employer cette expression dans ce contexte. Clémence. Ça ne te rappelle rien? Mais ce n'est pas tout. En fait, Maurice Drouon lui-même s'est inspiré, et pas de n'importe quoi, mais de la véritable réalité. Le personnage de Mogo est une projection d'une personne réelle, Mathilde d'Artois. Mathilde d'Artois, comtesse française, fut la première femme à devenir pair de France en l'an 1309. Une intrigante talentueuse dont le caractère était si autoritaire que même les plus puissants nobles la craignaient. Ambitieuse et pleine d'esprit, Mathilde a mené avec succès sa lutte pour sa place dans l'aristocratie française, laissant une trace dans les chroniques de l'époque comme l'une des femmes les plus remarquables de son siècle. Mais le plus intéressant, c'est sa fin. En 1328, le roi Philippe VI monta sur le trône de France. Il était un proche ami du neveu et adversaire de Mathilde, Robert III d'Artois. Cette situation a créé pour elle la menace d'un nouveau procès et Mogo s'est rendue à Paris pour clarifier sa position. Mais tout cela prit fin en quelques jours seulement, car le 27 octobre, elle mourut soudainement. On disait qu'elle avait été empoisonnée sur ordre de Robert ou même du roi lui-même. Est-ce que ça va faire mal? Non, j'ai donné des consignes. D'accord. Il s'avère donc que l'image de la Reine des Épines n'est pas seulement réaliste, c'est la projection d'une personnalité historique ayant réellement existé. Comme déjà mentionné, c'est la première analyse d'un personnage féminin de Game of Thrones sur cette chaîne. Si dans l'ensemble vous êtes satisfait du résultat et que vous souhaitez des analyses des autres femmes de Game of Thrones, comme Arya Stark, Sansa, Cersei, Daenerys, ou peut-être la prêtresse rouge, Mélisandre, alors likez la vidéo et écrivez votre choix dans les commentaires. Et allez jeter un œil à la page d'accueil de la chaîne si vous êtes ici pour la première fois. Vous y trouverez encore beaucoup de choses intéressantes.